et bienvenue au podcast des pionnières de l'investissement. Dans ce podcast, vous retrouvez Amani et Aline et leurs superbes invités. Une petite présentation s'impose des pionnières. Amani est une investisseuse entrepreneuse en immobilier, aussi enseignante universitaire et une maman extraordinaire. Eh oui, c'est ma maman. Aline est la copine de ma maman et elle est connue sur les réseaux par la DAF des entrepreneurs et des investisseurs. C'est une investisseuse aguerrie qui a fait toutes les boulettes. Assoiffée d'informations, elle apprend tous les jours et elle est maman aussi. De Léna, dernière présentation, Maya. Eh ben, c'est moi, le son que vous entendez en fait. Je suis la junior Amani. Bon, je vous laisse avec les stars du jour. Bonne écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode des Pionnières de l'investissement. Aujourd'hui, on va avoir un invité qui est topissime au monde de marchand de biens. On le voit beaucoup avec Paco, investisseur 4.0, et il a un parcours magnifique. Il va nous le partager tout au long de cet épisode. Et on est ravis de l'accueillir dans notre espace podcast dans les pionnières de l'investissement. Et d'ailleurs, une petite pause par rapport au dernier épisode qu'il y a eu sur notre podcast. Merci beaucoup pour les retours par rapport à nos premiers investissements avec Aline et le mien aussi. Merci beaucoup pour vos retours. Merci beaucoup pour les j'aime et aussi le partage sur les réseaux. Ça fait plaisir que le podcast se reconnaît de plus en plus et surtout que vous trouverez une valeur sûre et en même temps sans filtre avec deux mamans qui investissent, qui sont assoiffées à l'information, qui veulent avancer dans ce monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Du coup, voilà, il y a Aline avec moi et aussi Léo. Du coup, coucou Léo, hello. Salut Amani, salut Aline. Bon bah c'est cool, enfin on fait un podcast tous les trois, ça fait toujours plaisir, merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. Et puis comme tu l'as vu, tu l'as dit, je suis souvent avec Paco mais je peux changer, donc en plus je suis avec deux femmes aujourd'hui, donc c'est magnifique, comme tu dis. Top. Ça va te En fait, changer un petit peu. pour vous partager aussi, l'introduction, c'était prévu que c'est Aline qui l'a fait. Du coup, elle me dit, vas-y, fais-la. Mais J'ai un problème vraiment de son. par chance, au moment où on commence, et ben en fait, ça coupe et on voit que le rond. Pour ceux qui nous voient sur YouTube, ils vont voir le rond de Aline qui tourne. Mais Il bon, disparaît. voilà, je pense que c'est pas pour cette fois-ci l'introduction avec Aline. Mais du coup, Aline, je te laisse du coup commencer Le prochain épisode, ça devrait aller mieux. Yes. Du coup, je te laisse commencer avec Léo. Oui, bonjour Léo, très Salut. contente que tu sois parmi nous parce que tu es un super investisseur et tes conseils sont toujours, je trouve, très bons. Voilà. C'est gentil. On est ravis que tu sois avec nous et aujourd'hui, on aimerait que tu te présentes parce que je pense qu'il y en a peut-être encore qui ne te connaissent pas. Et puis, voilà, on va parler d'IMO, je suppose. Cool. Une chose que je connais un petit peu. Eh bien, merci pour l'invitation. Je m'appelle donc Léo Blanchet, j'ai 27 ans, j'habite à Strasbourg et depuis 4 ans, bientôt 5, je suis à fond dans l'immobilier et dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Et je m'exerce sur le locatif, l'investissement locatif et depuis 2 ans, bientôt 3, le marchand de biens, l'activité professionnelle à temps plein. Et comme j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme j'ai fait beaucoup de choses, je me suis beaucoup renseigné, eh bien, je partage toutes mes connaissances et tout ce que je peux apporter auprès d'investisseurs que je rencontre. Et donc, c'est un plaisir de faire ce podcast avec vous. Merci Léo. Avec plaisir. Pour Léo, ça fait 3 ans que tu as commencé dans le monde de l'investissement immobilier, c'est ça? Ça fait 4, ouais. 4 ans. Et avant de se lancer dans ce beau monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat, tu avais quoi comme expérience? Tu as fait quoi comme études? Et si tu peux nous partager un peu une expérience insolite que tu peux partager avec les personnes avec nous Ouais, c'est une bonne question. Je m'étais d'ailleurs noté de faire des notes pour tout ce qui m'est arrivé un peu de fou dans l'investissement et je me suis dit que ça pourrait faire un livre un jour. Mais je vais peut-être prendre cette directive-là. Pour revenir un peu d'où je viens, bah moi, tu vois, il y a 4 ans, j'étais encore étudiant. J'ai fait un cycle master ingénieur en informatique que j'ai eu, mais qui m'a pas finalement permis de me sentir épanoui dans ce que je faisais au niveau de travail. Je travaillais dans une boîte informatique à Paris qui faisait de la cybersécurité auprès de ses clients. Donc, c'était une société de service et on vendait de la prestation, donc de l'audit informatique, de la configuration matérielle, logicielle pour les entreprises qui souhaitaient être bien défendues en termes de cybersécurité, parce qu'il y a quand même pas mal d'attaques informatiques aujourd'hui. Et donc, il y a quand même
un gros marché sur la cyberdéfense finalement, et j'étais un petit ingénieur parmi tant d'autres sur Paris qui tentait de survivre dans cette jungle informatique, qui est un métier assez avec pas mal de pression parce que tu as sans cesse des nouvelles technologies qui sortent et faut sans cesse se mettre à jour. Et moi, sur mes 39 heures de contrat, j'avais une journée complète de formation par semaine, vraiment de veille, ce qu'on appelle le veille technologique. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans d'études, puis 1 an à la suite de mes études en salarié. Et un jour, j'en ai eu marre, donc je me suis intéressé à tout ce qui pouvait me permettre de me développer moi, et puis développer mon temps à une meilleure occasion que celle de mon patron. Et ça s'est fait au travers de l'investissement immobilier, parce que je suis assez terre à terre, et donc c'est ce qui me parlait le plus quand je me suis intéressé aux diversifications de sources de revenus. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait le déclic que tu en as marre après 1 an de vie active, que tu es entré dans le marché du travail? Alors le déclic, je l'ai eu un petit peu avant en fait de venir dans le marché du travail, parce que j'ai fait mes études en alternance. Donc depuis que j'étais en bac pro, finalement, j'avais déjà compris l'argent, les impôts, pourquoi on en payait, pourquoi fallait essayer d'optimiser, pourquoi, comment, qu'est-ce qui nous restait à la fin du mois finalement. Donc ça, j'avais compris rapidement. Et puis il y avait aussi cette notion de, moi j'ai eu un espèce de déclic. Alors j'ai pas eu de déclic en soi, je pense que j'en ai pas eu, mais j'ai eu en tout cas une approche via mon ancien propriétaire, qui avait une maison à Orsay dans le 91, qu'il avait divisé en 8 logements, et tous les mois je lui versais quand même 600 euros, pardon, pour 16 mètres carrés. Et en fait, avec mes potes, on a fini l'année en colocation à 3 dans 16 mètres carrés, parce que c'était compliqué. On était sur plusieurs régions en même temps. On étudiait sur Paris, mais on travaillait sur la région centre, moi à Orléans, et puis mes collègues aussi. Donc en fait, on avait partagé le loyer, et on s'était dit, mais c'est fou, parce que dans cette maison qui devait faire 150 mètres carrés par niveau, il avait quand même créé 4 logements à chaque fois par niveau, et on se disait, mais combien ça doit lui rapporter ça? Et puis en fait, c'est vraiment automatique, parce que moi, je suis même encore aujourd'hui un bon locataire, je paye mon loyer en temps et en heure, et je me disais, ouah, c'est quand même fou. Ce monsieur-là, il travaillait chez Nokia, donc il avait déjà un bon salaire en plus. Et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, j'ai compris par la suite que c'était pour assurer un petit peu ses arrières et puis transmettre. Et je me suis dit, voilà, ça c'est cool, ça c'est un truc que je veux faire. Et donc c'est un peu ça qui m'a donné l'envie. Et je lui en avais parlé d'ailleurs. Un jour, il m'avait dit ce qu'il faut, c'est le faire et pas trop avoir peur. Et c'est un peu ce que j'ai fait, donc je l'ai pas mal écouté. Ouais, Mais passer à l'action. c'était vraiment, ouais, c'était ça, vraiment au cours d'une discussion, hein. C'était vraiment, je payais mon loyer, et puis je lui dis, ah, en fait, vous avez fait comment pour faire? Et puis il m'a expliqué, il m'a dit, bah, j'ai acheté. Faut pas trop se poser de questions, il faut le faire. C'est vrai que ça peut être c'est une bonne idée en soi, mais je sais pas si c'est un très bon conseil. Passer à l'action, oui, mais en sachant quoi faire, parce que moi, il m'a vraiment dit, Mm. fais-le, tu verras. Bon, après, c'est toujours les conseils qu'on prend en coupe-vent comme ça, je sais pas ce que ça vaut. Il n'y a pas de stats là-dessus. Ouais, mais en te retournant dessus, tu te rends compte que c'est bien d'avoir passé à l'action. Ouais, complètement. Mais je pense que Ton expérience avec lui. c'est pas Ah. cette phrase-là qui a fait que j'y suis allé, tu vois. C'est la confiance en moi. Quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait l'investissement immobilier, que ce soit par des discussions avec des gens qui le faisaient, que ce soit avec des livres, avec des formations, c'est plutôt la confiance que ça m'a donné qui m'a permis de me lancer. Mais c'est sûr qu'il y a un moment, t'as beau tout connaître sur l'investissement immobilier, si tu le fais pas, si tu vas pas chez le notaire, si tu vas pas en visite, c'est sûr que tu arriveras malheureusement pas à passer cette petite étape et à comprendre derrière la réalité du terrain et l'intérêt que ça a, la partie gratifiante finalement. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se forment énormément et qui passent pas à l'action. Hein. Ouais, je pense qu'il y en a la plupart même. Mais c'est pas grave en fait. C'est une Ouais. étape. Ouais. Il faut simplement. En fait, le mieux, je pense que le plus simple pour passer à l'action, c'est de rencontrer des gens qui le font. Parce que tu as quand même pas mal de témoignages en ligne, tu as pas mal de livres qui te le vantent. Mais tant que tu pas vu des personnes que tu connais qui l'ont fait, moi j'ai quelques personnes de mon entourage qui m'ont dit, ah bah comme j'ai vu que toi on te connaît, t'es pas un mensonge, tu vois, on se connaissait, on était collègues, on était profs, enfin c'était pas mes profs, mais on était collègues, on était amis, on était assis à la même table au niveau de l'école. Bah, ces gens-là se sont dit, ok, c'est une personne physique réelle que je connais, et tiens, c'est fou, donc ça doit marcher, ça doit être possible. Donc ça donne aussi le feu de voir des gens que tu connais qui réussissent, on va dire. Et aussi de ne pas trop se comparer. Chacun, il a son chemin à faire, il a ses croyances limitantes, son éducation, tous nos valises émotionnelles sur lesquelles on travaille, et ça peut freiner le passage à l'action.
le fait que vous avancez quand même, vous vous formez, vous allez au séminaire, vous rencontrez des personnes qui passent à l'action, vous écoutez des podcasts, ça vous permet, même si vous passez pas à l'action, mais ça vous rassure petit à petit pour le travail sur les croyances limitantes. Et il y aura le jour où vous aurez le déclic, et là, vous allez dire non, là c'est bon, je passe à l'action et je vais quand même visiter et donner des offres et aller chercher le financement. Ouais, c'est que ça peut être une perte de temps au final, c'est ça qu'il faut se dire. C'est on a alors notre temps Mm. est compté, mais faire des visites, ça prend parfois 1 heure et demie et ça peut vraiment être un élément déclencheur en se disant: «OK, là j'ai vu quelque chose qui peut vraiment être intéressant, je passe au niveau du tableur et je calcule voir si au niveau rendement je m'en sors». Mais Mmh. des fois c'est l'histoire de 1 heure ou 2, hein, simplement. Ou même de 1 heure de discussion avec quelqu'un et hop, ça vous débloque, donc faut pas hésiter à aller au contact, de gens qui le font. Il y a des clubs Mmh. d'investissement dans toutes Donc les c'est le villes, je pense conseil que qu'on tu peut donnerais aux retrouver, débutants? le conseil que je donne aux débutants, c'est de ouais, mais tu sais, c'est un conseil un peu bateau Mmh. de dire on s'entoure des personnes qui le font, mais plutôt être curieux et de pas se dire qu'on va être un intrus et de pas se dire que, on va être l'OVNI. En fait, dans des conventions, des fois, que ce soit des clubs, des rencontres, ça peut être des rencontres, dans un bar, dans un restaurant, on se rend compte qu'il y a quand même, plein de débutants autour de nous et qu'en fait, on est tous le débutant de quelqu'un ou on est tous l'expert de quelqu'un. Tu vois, toi, Aline, Amani, quand Mmh. on va dans des événements, bah, souvent les gens nous disent: «Ah mais oui, je vous ai entendu, j'ai vu, vous avez une grande expérience» et cetera et en fait, nous, on se voit pas sur un piédestal, en fait. On est le petit de quelqu'un, donc c'est toujours marrant d'avoir quelqu'un qui me dit: «Ah mais j'ai vu, c'est inspirant et cetera. J'aimerais être comme vous», mais en fait, ce que je répète, c'est qu'il y a 3 ans, tu me parlais d'immobilier ou j'y connaissais rien, en tout cas. Donc il y a aussi un truc qui est intéressant et ça, c'est des retours que j'ai eu de collègues qui m'ont dit: «C'est fou à quel point, tu parti de» enfin, vraiment, nous, quand on te voyait au bureau, tu étais un informaticien et en 2 3 ans, ils ont eu l'impression que ça y est, j'avais trouvé la méthode dans l'immobilier. Ils m'ont dit: «Mais c'est fou qu'en 2 3 ans, tu puisses devenir, enfin tu puisses, en tout cas avoir énormément de connaissances qui font que tu réussis à faire mieux que 90 des gens ou même 95 des gens» et c'est vrai que ça, c'est un truc que moi, si on me l'avait dit au début, j'aurais peut-être pas cru. En fait, le delta entre les personnes qui n'y connaissent rien ou qui en sont débutantes et la personne qui connaît quand même une bonne partie qui permettrait de lui débloquer quelques loyers, de commencer à investir. En fait, c'est pas si long. C'est pas un apprentissage qui se fait sur 20 ans. C'est un apprentissage qui se fait sur 1 an et demi pour quelqu'un qui est un peu, intéressé, passionné, je pense. D'ailleurs, ça me ramène à une Ouais. question, hein, Léo. Est-ce Mmh. que tu penses qu'il y a une valeur ajoutée du fait que tu es un investisseur en informatique, hein, couplé à l'immobilier et l'investissement et l'entrepreneuriat? Est-ce que à ton avis, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée, le fait que tu sois dans ce domaine, que tu as Ah si. mixé cette casquette avec l'IMO? C'est une bonne question. Je pense alors moi, en fait, si je réponds personnellement, je dirais globalement peut-être que ça aide, mais en tout cas moi, sur le côté personnel, Mmh. en fait moi là, c'était la cyberdéfense ma spécificité et donc ça consistait à en fait, j'ai dû apprendre à devenir un pirate, tu vois? Pour, défendre, je devais comprendre les techniques des pirates informatiques et donc j'ai peut-être encore ce truc-là de toujours essayer de détourner une fonction, de trouver une autre solution alternative pour faire une certaine, pas une certaine un certain achat, bah, il y a peut-être une façon autre de le faire, et donc j'ai toujours déjà je remets toujours en question ce qu'on me raconte, j'essaie toujours de trouver des solutions, autres que ce qu'on me propose, pour voir si c'est pas plus optimisant, moins cher, plus efficace, plus rapide et ça c'est peut-être le côté, bah, trouver des failles, trouver des embûches, trouver des je sais pas, peut-être que c'est lié ou peut-être que c'est mon côté très terre à terre ou radin, je sais pas. Tout à fait, hein, je pense qu'il y a une énorme plus-value par rapport au fait, quand on vient dans un Ça, autre domaine, on vient avec une certaine bien sûr. créativité. Tu disais, Aline? Et puis le fait que tu aies travaillé dans la veille, tu as besoin d'aller chercher les infos. Donc Ouais, c'est vrai que tu sais, tu je vas veille toujours aussi en chercher les immobilier, infos. ouais. Et le fait que tu aies bossé dans la je savais pas d'où venait ce petit côté toujours, curieux, toujours toujours les solutions. On a un problème, on appelle Léo. Oui, je pense que c'est bien quand on vient dans un autre d'un autre domaine, quand le mix à l'immobilier ou autre, ça ramène une créativité dans le domaine où on va aller, par rapport à l'expérience d'ingénieur en informatique, la méthodologie par rapport au système de piratage, tout ce volet-là, couplé que tu l'adaptes, hein, tu fais l'analogie et en effet, c'est ce qui fait, ton profil, magnifique d'aujourd'hui, Léo, Je ouais. sais pas si c'est magnifique, mais en tout cas, c'est ce qui me définit, mais je me définis pas par l'informatique ou par l'immobilier, je me définis par ce que je fais Par et toi. ouais, c'est ça, comment je suis, la façon dont j'analyse les choses mais encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas un background en informatique, on n'a pas, fait des études informatiques qu'on peut pas être, investisseur. Il y a vraiment pas de CV pour l'investisseur. Clairement, hein, mais c'est ce qui fait ton côté unique.
C'est plus par rapport à toi, ta propre expérience. Et pour chacun aussi, hein. Moi, je le vois, je suis dans la recherche et je vois ma méthodologie dans l'immobilier, elle est très alignée par rapport à ce que je faisais en recherche. Quand j'ai démarré, j'ai fait des fiches, des tableaux par rapport à impôt.gouv, le juridique, le fiscal, tout ça. Mais c'est juste par rapport à l'IMO. Avant, je le faisais pour la recherche. Systématiquement, on prend un peu la méthodologie avec laquelle on travaillait avant. Comment dire, notre parcours nous aide dans tout notre cursus d'immobilier. Amani par rapport à la recherche, toi par rapport à l'informatique et moi par rapport à la fiscalité, l'optimisation optimum, tu vois. Ah bah, c'est clair que toi, en venant de la finance, c'est quand même ça un sacré avantage. T'as pas toute la partie fiscalité Ouais. à apprendre. Alors, c'est quand même différent parce que ça, il y a quand même certaines spécificités, surtout sur le marchand de biens, et cetera. Mais Mm. tu as quand même une super base et ça, vaut mieux en tirer un avantage en fait, d'avoir Tout à cette fait. expérience de J'ai pas la comptable. partie informatique, Ça, pas la ça partie s'apprend, ça. informatique, mais bon, on fait comme on peut. Mais j'ai vu que ça pouvait alors ça fait pas la différence, en bas du bilan, tu vois, d'avoir fait de l'informatique. Par contre, en termes de productivité, je trouve que parfois je suis plus rapide, tu vois, j'ai plus l'habitude, bah, d'utiliser des ordinateurs forcément. Donc, par exemple, si j'ai besoin de c'est un exemple tout bête, mais tu vois, il y a des gens, ils ont j'ai été avec eux et quand tu as un associé qui arrive pas à faire une fusion de 3 PDF, ou, les PDF se retrouvent dans le mauvais sens, bah, c'est vrai que tu te dis: «Bon, une petite formation bureautique, ça ferait pas de mal» et c'est vraiment, important, hein, tu vois? Faire un export, je sais pas, exporter un dossier Google Drive, pour le convertir parce que ton Mac, il lit pas ce format-là, bah, il y a des gens, ils bloquent à ce niveau-là et c'est vrai que du coup, d'avoir fait un peu l'informatique et d'avoir bidouillé, ça m'aide, on va dire, en termes de productivité. Je me Tout à fait, reconnais tout à tout à fait là-dedans pour l'informatique. C'est pas grave, parce que c'est ce que je te disais au début, c'est Non, qu'on non. s'en fout. Sur le Ouais. bilan, c'est pas ça se voit pas sur le bilan. Et Non, je non. je te rejoins clairement, hein. Moi, je vois, par exemple, toutes les formations que j'avais fait sur la plateforme, de formation. J'ai fait tout, moi-même, hein. J'ai pas délégué au début, je voulais vraiment tout apprendre et c'est vrai que, quand on est un peu du domaine, on a l'habitude avec l'informatique et ben, rapidement, les choses sont faites et on peut avoir une rentabilité comme tu veux de temps et de délégation qui est sympa. Ouais, c'est Top. ça et puis j'ai toujours cette idée aussi de faire, des choses assez simples parce que, j'ai connu les Mmh. usines à gaz informatiques où quand tu fais une mise à jour d'un côté, ça plante de l'autre et cetera et aujourd'hui, j'essaie de m'appuyer sur des systèmes hyper simples. Tu vois, j'ai pas, 27 adresses mail avec des redirections, j'en ai 2. J'ai un Google Drive qui est bien classé et en fait, c'est des outils simples qui nécessitent pas non plus de la maintenance parce que, si tous les jours tu dois débugger, tu vois, une plateforme de formation ou une plateforme de je sais pas, un moteur de recherche, d'annonces immobilières, si tu dois le débugger tous les jours parce que tu as voulu le faire à la main et que tu as mal optimisé, bah, c'est vrai que tu perds du temps. Donc, je fais plutôt des trucs simples, des fois même c'est des outils payants mais qui me simplifient la vie. C'est un tableau Excel, on peut calculer une renta, hein, même Je si on suis n'est pas complètement bon en d'accord. informatique, Mais moi je suis, on est 100% moi j'ai Excel, hein. démarré comme ça, hein, j'ai mon tableau Excel, hein. Je l'ai Même encore, hein. feuille et crayon, hein, même feuille et crayon, hein, c'est juste qu'on peut quand même passer à Ah oui, l'action oui, et donc comme il a dit Léo, le bilan, il est le mmh, même, mmh, hein. mmh. C'est ça. Parfait. Bon, ben, est-ce que tu peux nous Ouais. partager ta première opération IMO en tant qu'investisseur? Ouais, première opération, donc c'est, en septembre 2018. Je passe par une agence qui fait de la chasse immobilière à Orléans, dans le 45. Un premier investissement, donc je cherchais surtout, une rentabilité à l'époque, sans avoir pour autant des notions de calcul de cash flow. On m'avait dit: «Cherche une rentabilité», je cherchais une rentabilité. Donc je regardais un petit peu tout ce qui se faisait et j'avais un budget de 85 000 € à l'époque, ce qui était quand même un bon budget pour un alternant. Ça représentait sur 20 ans une mensualité à 375 € par mois, je crois. C'était le maximum et donc j'ai cherché par moi-même mais je trouvais en tout cas, je m'arrêtais surtout à ce que je voyais sur Le Bon Coin. Donc le problème, c'est que quand tu t'arrêtes à ça et que tu te dis: «Le prix que tu vois, c'est le prix que la personne en veut», et bah, souvent les rendements sont pas intéressants et en fait, j'ai rencontré donc une chasseuse qui m'a dit: «Non, mais faut négocier, t'occupe pas trop des prix» parce que moi je connais, elle avait en fait en portefeuille plusieurs, biens et puis comme je lui ai donné ma recherche, bah, elle a directement ciblé et elle est partie chercher en fait, exactement, ce que je cherchais. Donc, tu vois, moi je cherchais un 2 ou 3 pièces, pas de rez-de-chaussée, à rénover avec 85 000 € maximum, tout compris et donc c'est comme si j'avais appliqué un super filtre, en fait, sur Le Bon Coin. Donc elle m'a fait vachement gagner de temps. On a fait une journée de visite
Donc moi, ça, c'était au bout de 3-4 mois de visite seule, je passe par cette personne-là. Et donc, on fait une journée complète de visite. Et enfin, une matinée plutôt, parce que c'était 3 appartements. Et donc, elle m'emmène sur 3 appartements. Un premier qui était dans un HLM qui m'intéressait pas, parce que trop de charges de copropriété. Et puis même, je me suis toujours dit de pas acheter dans un HLM. Parce que en locatif, il y a quand même. Enfin, moi, je suis pas fan. Ensuite, elle m'a emmené sur un appart qui était vraiment délabré, où vraiment il y avait, je sais plus, c'était 50 000 euros, puis il y avait 80 000 euros de travaux, tu vois, donc c'était impossible pour moi de tenir le rendement. Et le dernier, en fait, c'était un appartement qui était trop cher, qui était affiché à 80 000 euros, mais qui était parfait, qui a coché toutes les cases. Et en fait, j'ai rencontré la propriétaire à la visite parce que l'agence n'avait pas le mandat, en fait. Elle avait vu je pense qu'elle avait, je sais pas comment elle avait trouvé cet appart, mais elle avait pas le mandat, donc l'agence est venue avec son mandat. Et il y avait la propriétaire qui l'accueillait. Et donc la propriétaire, elle était veuve, et son mari, il avait 3 apparts dans l'immeuble. Et là, c'était le dernier. Et en fait, la, la propriétaire, elle a dit, bah moi c'est le dernier, donc je peux faire une petite négociation. Donc moi, quand j'ai entendu ça, j'ai tenté tout de suite une négociation, une grosse négociation, et j'ai proposé 55 000 net vendeurs, alors qu'on partait à 80. Et l'agence, elle m'a dit non, non, on peut pas faire une aussi grosse baisse. Alors moi, pourtant, moi, on me vendait, faut faire des moins 30%, des moins 40% en termes d'offres. Donc je disais, ok, je vais tenter. Et quand j'ai envoyé donc j'ai quand même envoyé cette offre, elle a été transmise. Et la propriétaire m'a répondu, ah bah non, c'est un peu en dessous de ce que je pensais. Par contre, si vous voulez, à 65, on fait affaire. Donc moi, j'ai été super surpris parce qu'effectivement, sur Le Bon Coin, on l'avait à 80. Et là, finalement, elle en voulait 65. Et ça, pour le coup, ça m'a fait un déblocage en me disant, bon, ok, ce que tu vois sur Le Bon Coin, c'est pas le prix final. Donc peut-être qu'il va falloir aller visiter d'autres apparts et tenter de les négocier. Et en fait, j'ai fait une négociation poire en deux avec, avec la propriétaire, en fait, et on a signé à 60 net vendeur, et donc ça m'a coûté 65 frais d'agence inclus. Donc c'est un 3 pièces, deuxième étage, 80 mètres carrés au sol et 50 en carré. C'est un 3 pièces, 2 chambres. Et donc je l'ai meublé, je l'ai fait rénover par une connaissance de l'agence immobilière, qui m'a fait un petit devis de 4 000 euros, je crois, pour la pose d'une cuisine et la pose de parquet. Donc en fait, j'ai emprunté 72 500 euros pour l'ensemble, avec l'apport des frais de notaire. Donc moi, ça m'a coûté 7 000 euros de frais de notaire, je crois. Et donc au final, j'ai emprunté 72 500 sur 20 ans, mensualité de 350 euros. Et je suis devenu propriétaire le 3 janvier 2019. Et donc j'ai fait faire les travaux en février, et en mars, j'ai eu mon premier locataire pour un loyer de 650 euros, charges comprises. Donc ce qui était pour moi un très bon investissement. C'est un très Et bon tu l'as toujours, investissement, ce en bien? effet. Non, Ouais. je l'ai arbitré. Tu l'as Je l'ai toujours? vendu en Ah, tu l'as arbitré pour le 2021. marchand? Ouais. Ouais, exactement. C'est le premier que j'ai vendu, pas à contre-cœur, parce que entre 2019 et 2021, fin 2020, début 2021, j'ai pris cette idée de faire du marchand de biens, et je savais que j'avais besoin d'argent. Donc dans tous les cas, je m'étais dit, bon, bah, je vais arbitrer les apparts les moins bien, donc ceux qui avaient le moins de rendement, ceux qui étaient le moins bien placés, le moins bien, tu vois, au niveau des étages, au niveau de l'état, au niveau des travaux futurs. Donc celui-ci en faisait partie. D'accord. Du coup, tes critères d'arbitrage, c'était ça. Ah Tu ouais, te lances dans le marchand, besoin de trésorerie, et en même temps, celui qui consomme de l'impôt, où la rentabilité, elle est pas top, ou comme tu c'est dis, ça. l'emplacement. Et celui qui a le plus de plus-value aussi. Tout à fait, tout à Qui fait. te ramène le plus de cash? C'est ça. Ton meilleur achat, en fin de compte? Ouais, mon meilleur achat, mais j'ai mis du temps à décrocher vraiment les meilleurs achats. Tu vois, j'en ai encore un là qui est un immeuble que j'ai acheté, que j'ai très bien acheté. Mais franchement, j'ai du mal à le lâcher parce que il a à peine 2 ans, et je me dis non, je peux pas tout de suite l'arbitrer. En plus, c'est pas hyper optimisé, tu vois, en termes de fiscalité. Je suis en nom propre là-dessus, donc Faut charger d'intérêt. ouais, c'est clair. Donc Faut voilà pour le arbitrer. premier. C'était en 2019, et c'était le début d'une grande aventure. Top. Et t'en as Top, acheté top. combien derrière? J'en ai acheté 18 derrière, entre Bravo. Fallait commencer par là. 2019 et 2022 là. Mais en fait, je les ai pas achetés tous en même temps. J'ai acheté un, Ah donc ouais. le premier. Après, j'en ai acheté un pack de 5. Ça, c'était vraiment une opération qui m'a fait un peu décoller, parce que ça m'a permis de passer de 1 à 6 en fait. Donc j'ai eu ça. Après, j'en ai eu un autre qui était ma résidence principale. En 8e, j'ai eu un dernier achat. Donc ça, c'était le dernier achat de l'année 2019 que j'ai acheté donc en SCI. J'ai une SCI avec ma mère. Enfin, elle détient 1%, donc elle n'existe pas vraiment dans la SCI, mais c'était pour le banquier, il fallait monter une SCI. Donc j'ai monté une SCI. Donc ça, c'était en 2019. Et après, en 2020, en fait, j'ai acheté un immeuble de 8 appartes. Donc directement, je suis passé de 8 à 16. Tu vois, j'ai doublé en
en un achat. Et puis après, c'était des petits apparts par-ci par-là, 1, 2. Là, après, j'ai racheté un immeuble. Mais tu vois, j'ai acheté un immeuble que j'ai redivisé. Donc après, est-ce que tu comptes le nombre acheté ou le nombre fini? Enfin, qu'importe le nombre de lots finalement, ce qui compte, c'est d'acheter des apparts intéressants qui dégagent un rendement qui te plaît toi, qui convient aussi avec tes ambitions du moment. C'est-à-dire, si tu es disponible pour suivre le chantier, faut que tu sois là. Si t'es pas dispo, faut trouver un immeuble avec moins de travaux. Donc en fait, c'est pas vraiment le nombre. Et puis en plus, ça dépend de la localisation, ça dépend de le temps que tu veux y accorder, en fait, tout simplement. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre, plutôt acheter un appartement ou plutôt démarrer en immeuble? Parce qu'on a un petit peu les deux sons de cloche. Tu vas sur Internet, on dit il te faut l'immeuble, il te faut l'immeuble. Moi, j'ai Après, il pas y a les commencé par l'immeuble. croyances. Ouais, J'ai mais j'ai attendu 8 apparts pour acheter un immeuble, donc il n'y a pas de règle. Il y a des gens qui commencent avec un immeuble et ils s'en sortent très bien. C'est dur parce que tu sais, maintenant que tu le sais, en fait, maintenant que tu sais que les immeubles, c'est quand même vraiment cool parce que voilà, tu gères toi-même tes frais, t'as pas de copropriété. Là, enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai des problèmes de marchand à cause des copropriétés. Et donc, je peux pas te dire, ouais, la copro, c'est cool. Non, avec du recul, la copropriété, quand elles sont contre toi, c'est horrible. Peut-être, en fait, moi, je conseillerais de commencer avec un immeuble, mais un petit immeuble. Tu vois, 2, 3 apparts, c'est pas inaccessible. Vraiment, si je devais faire commencer quelqu'un, par exemple, si je devais mentorer quelqu'un, je lui dirais de chercher qu'un immeuble. Si on peut mettre ta question là-dedans, si je devais mentorer quelqu'un, ouais, il chercherait un immeuble. Sauf si il a une ambition d'acheter dans un centre-ville et que il veut faire du rendement dans un centre-ville parce que je prends à Strasbourg par exemple, il y a pas d'immeubles qui sont à moins de 7 ou 800 000 euros. Donc forcément, tu vois, un jeune comme je l'étais quand j'ai commencé, qui cherche qui a un petit budget. Quoique aujourd'hui, on peut quand même trouver dans des villes des immeubles à moins de 100 000 euros, hein, des petits immeubles de 2-3, c'est encore possible. Hein, donc non, je me fermerai pas l'esprit sur un immeuble, c'est sûr que c'est impressionnant, mais en tout cas, immeuble mais accompagné. Oui, ou bien le mindset, il est prêt, il y a la formation, il y a l'envie de réussir et un minimum d'expérience, d'être entouré, comme tu dis. Mais sinon, un petit appartement, prenez un petit budget comme il a fait Léo et après, rapidement, vous pouvez rebondir dans un immeuble de rapport et vous avez pris Oui. confiance en vous pour aller plus loin. C'est clair, ça peut être un premier appart et puis 6, 8 mois après, un premier immeuble. Il y a Oui. pas Il il y faut a pas de juste règle en fait. s'écouter. Exactement, il faut juste s'écouter par rapport à vous, votre ambition, ce que vous voulez faire. Le secteur aussi, c'est important Mmh. et de s'aligner par rapport à tout ça et surtout passer à Ouais. l'action. Le secteur est très important. Ne pas rester sur le bon coin à regarder les prix comme je le faisais quand j'ai débuté. Aller en visite parce que en plus ça va vous amener avec des agences sur d'autres visites. Souvent une visite en amène une autre et ça va vous permettre aussi de connaître les vrais prix de vente. Faut pas hésiter à demander aux gens, enfin aux agents, comment on peut négocier en fait. C'est une question que personne pose, mais c'est quelle est la marge de négociation? Et si Ouais. vous la posez directement, souvent on va vous dire en fait, rien qu'en posant cette question, vous pouvez déjà savoir que vous pouvez enlever 5 ou 7 ou 8 000 € au niveau du prix. Des fois, c'est une bonne chose. Après, de poser aussi la question, pourquoi les vendeurs ils vendent? Même pas le pourcentage de négociation, parce que le pourcentage, il peut être relatif aussi à l'agent immobilier, relatif, à la barrière, psychologique du vendeur, mais qui peut-être vous êtes arrivé au bon moment où il en a marre, il veut vendre et même avec votre, offre agressive, il a pu avoir d'autres offres qui sont supérieures à la tienne, auparavant, mais malheureusement aujourd'hui, il veut vendre, il veut passer à l'action, il veut tourner la page et vous tombez au bon moment. Et Exactement, ouais. comme tu dis Léo, c'est important de ne pas beaucoup de personnes disent: «Mais oui, mais les prix affichés, mais là, la rentabilité dont vous parlez, on a» mais en fait, il faut pas voir les prix affichés, il faut passer à l'action. Il faut aller tout simplement visiter et demander pourquoi les vendeurs, vendent et ne pas hésiter à donner des offres. C'est les offres qui vont vous permettre de En plus, baisser hein. et c'est en ce moment-là que vous allez avoir, vraiment la barrière psychologique des vendeurs et visiter en fait. C'est la probabilité après, hein. Vous allez visiter à force que vous y visitez, à force vous augmentez votre probabilité de tomber sur les propriétaires qui vont accepter votre offre. Du coup, voilà, c'est pas il faut vraiment que ça soit dans la continuité, les visites et surtout donner des offres, hein. Ça vous engage en rien dans ce volet-là, hein, quand vous êtes acquéreur, hein. C'est ça. Et après, ce qui peut peut-être aussi être judicieux, c'est si la personne l'a depuis une quinzaine d'années, tu peux te dire que le prêt est remboursé. Donc elle Ça sera rentre en pas, compte, ouais. ça rentre en compte, comme sur l'affaire sur laquelle tu étais tombée, Amani, où
Elle avait un capital restant dû et elle voulait pas descendre en dessous. Moi, j'ai de très belles affaires comme ça, hein. En discutant avec le propriétaire, on voit vraiment là où on peut solutionner le problème et c'est en ce moment-là qu'on peut faire des pépites en achat immobilier. C'est important de discuter avec le propriétaire aussi, qu'il comprenne aussi votre projet. Et quelque chose que je n'ai pas précisé, mais moi, tout ce que j'ai acheté, c'était sur Le Bon Coin, c'était public. J'ai pas eu... Aujourd'hui, alors, quand j'étais à Orléans, parce qu'aujourd'hui, j'habite à Strasbourg, mais quand j'étais à Orléans, tout ce que je trouvais, c'était en public. Aujourd'hui, à Strasbourg, le marché est plus tendu, donc il y a un peu plus de réseaux. Ça, je peux pas dire le contraire. On m'appelle plus pour du... Enfin, en tout cas, ce que je trouve par le réseau est plus sympa à Strasbourg que ce que je trouvais à Orléans. Mais les marchés qui sont peu tendus, vous pouvez, allez-y, quoi. Amusez-vous sur Le Bon Coin, vous faites des visites. Vous n'avez que du temps à perdre, encore une fois. Ce que tu dis à Mani, c'est que ça n'engage aucun argent d'aller faire une offre. Et puis, au pire, ce sera une bonne surprise. Exact. Mais aussi, il y a les enchères, Léo. Il y a des enchères. Mais pour du débutant, c'est un peu ambitieux, les enchères. Ben écoute, moi je peux vous partager la semaine dernière, on était sur une enchère à Toulouse. Ben, il y avait beaucoup de résidences principales et primo-accédants. Et je peux vous dire qu'en fait, le prix, il est parti très très haut parce qu'il y a le coup de cœur. Ils sont là à surenchérir. Et le prix de la maison, il est parti très haut. Du coup, il y a aussi dans les enchères, il peut y avoir des résidences principales où il y a l'effet coup de cœur. Ouais, faut se méfier des enchères en étant débutant parce que, oui. bon, déjà, faut avoir un avocat dans son réseau qui peut nous représenter. Il y a des frais à l'entrée comparé à Le Bon Coin. Il y a au moins 200-300 euros de représentation par l'avocat. Et puis, il y a des frais aussi à la sortie, hein. Si vous êtes adjudicataire, et ben, ce n'est pas le prix que vous avez donné pouvoir, c'est le prix du pouvoir plus quelques frais qui peuvent être importants. Tout à fait. On peut pas, hein. Moi, j'ai eu une fois en audience une personne qui s'est dit: «Ah, c'est une bonne affaire, moi j'ai surenchéri». Du coup, ben, vous avez un avocat qui vous représente? Il a dit: «Non, non, j'ai pas». «Ah, il faut prendre un avocat?» Et du coup, tout le monde s'est mis à rigoler en pleine salle Ouais, d'audience. Parce que c'est vrai, parfois il y a des pépites, mais il faut prendre un avocat, il faut que ça soit fait avant, il faut que ça soit fait la veille. Il y a un dépôt de chèque de banque à mettre en place, même si Léo, en fait, il pourra nous donner un petit tips. Mais avoir le bon avocat. oui, voilà, avoir le bon avocat et c'est vrai, l'avocat, il peut vous coûter entre 50 et 200 euros selon l'avocat. Nous, personnellement, notre avocat, il prend pas, mais comme c'est dans le partenariat. Du coup, en fait, il nous représente à chaque fois qu'on veut, mais il prend pas si on remporte pas l'adjudication, il y a pas de frais. Vous D'accord, pouvez trouver, hein, vous pouvez trouver un avocat qui est payé que si vous au remportez résultat. l'enchère. Voilà, c'est ça. Mais il faut compter ça, et comme il a dit Léo, il faut aussi, être sûr d'avoir les fonds ou bien d'avoir, l'accord de la banque. Parce que dans les 2 mois, il faut solder le compte, de la maison ou l'appartement que vous achetez, et si c'est pas le cas, en fait, les frais, vous les perdez et c'est pas que ça, hein. C'est ce qu'on appelle une folle enchère. Du coup, derrière, hein, le bien, il est remis aux enchères et s'il est vendu, moins cher que la première enchère, et ben, en fait, c'est vous que vous payez la différence entre les 2. Du coup, en fait, c'est double peine. Il faut vraiment, être au courant de toutes ces pistes-là. Mais si tu peux nous partager quand même les affaires que tu as fait aux enchères, une des meilleures affaires que tu as fait aux enchères, Léo? Bah, c'est dernièrement, c'est l'achat de 2 appartements, alors après je reviendrai sur la folle enchère parce que justement dans ces appartements, il y a eu quasiment une question de ça et j'ai un peu tempéré sur la folle enchère parce que je pensais aussi que ça allait être, aussi rapide que ça, bon. Du coup, c'est l'histoire de ces appartements, c'est une grande histoire. C'est 2 appartements donc, en dernier étage d'un immeuble en copropriété. Il y a près 20 lots dans la copropriété et là, c'est 2 appartements dans les combles et 3 places de stationnement. L'histoire de ce bien, c'est que ça appartenait à une personne qui habite, aux Émirats et en fait, cette personne est décédée et ce sont ses 2 fils qui ont hérité de ces 2 biens-là. Sauf que ces 2 fils ne sont pas au courant en fait n'étaient pas du tout au courant que, ils avaient, que leur père avait ces 2 appartements. La personne qui a saisi le bien en fait, c'est les impôts parce qu'il y avait un défaut de paiement de taxe foncière qui s'élevait quand même à 110 000 €. Donc ça fait quelques années de taxes foncières impayées et quelques majorations. Et donc les impôts, c'est même pas la copro, parce qu'en fait, la copropriété aurait pu aussi saisir le bien, parce que la personne ne payait pas ses charges de copropriété. Forcément, elle n'était même pas au courant qu'il y avait un appart. Donc les courriers n'arrivaient jamais
aux Émirats, c'était adresse introuvable. Et puis de toute façon, c'est compliqué pour des Français d'attaquer aux Émirats, enfin, prendre des avocats, etc. Il n'y avait pas le souhait ni par la copro, ni par... ça faisait plus de 10 ans hein, que c'était abandonné, qu'il y avait des relances. Donc les impôts ont finalement réussi à saisir. Au bout de, comme tu dis, je crois c'est 14 ans de procédure, hein, donc c'est super long. Et la mise à prix en fait était à 10 000 euros. Et donc 10 000 euros pour 2 appartements et 3 places de parking, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment très peu. Et aux enchères, c'est ce que je te disais, moi j'étais tout seul en fait. Donc il y a eu quand même une mise minimum qui a été nécessaire. J'ai pas pu acheter à la mise à prix, donc j'ai dû faire une première enchère à 16 000 euros. Et donc j'ai remporté l'enchère à 16 000 euros au tribunal d'Orléans pour ces 2 appartements et ces 3 places de parking. Il faut être là au bon moment. Ouais, et le pire, c'est que donc moi, j'y étais pas, hein, j'étais pas au tribunal, c'est mon avocat qui y allait, parce que j'habite à Strasbourg, et j'étais pas à la visite non plus. Donc j'ai même pas vu, en fait, ce que j'ai acheté. Alors, faut pas faire ça en tant que débutant, parce que si vous n'y connaissez rien, vous pouvez acheter un taudis. Là, moi, j'avais juste les photos, les diagnostics, le PV de description, et donc sur cette base-là, je me suis dit, allez, moi, j'avais mis un pouvoir jusqu'à 45 000 euros. Donc heureusement, c'est arrêté à 16. Et apparemment, à la visite, il y avait quand même une vingtaine de personnes. Donc comme quoi, entre les personnes à la visite, parce que la visite est publique, hein, donc des particuliers, il y a beaucoup de personnes âgées hein, qui viennent pour passer le temps et puis rencontrer des gens. Mais il y a surtout beaucoup d'investisseurs et soit beaucoup de personnes qui ne donnent pas pouvoir à leur avocat, beaucoup de personnes qui ne payent pas les 300 euros ou les 400 euros pour être représentés, ou même des personnes qui sont mauvais en bureautique et n'arrivent pas à remplir un PDF par exemple, et donc en fait qui arrivent à échéance et finalement le jour de l'enchère ils sont pas présents. Et donc c'est ce qui s'est passé pour cette opération. Et donc ça c'est une opération que je suis en cours de revendre, enfin je suis en train de la revendre, et il y a une bonne plus-value. Je vais pas te dire combien, mais il y a une bonne plus-value parce que mon acquéreur me suit en fait, mon acquéreur me connaît et donc par respect pour lui je veux pas dire quelle plus-value j'ai fait. En plus j'ai eu des frais entre les deux parce qu'il y a eu du diagnostic de fait, il y a eu des frais, il y a eu des frais de mutation en plus parce que je te dis j'ai fait une double revente derrière, donc bon voilà, il y a eu une plus-value qui permet de me payer et tout le monde est content. Il fait un très bon investissement locatif. C'est gagnant-gagnant après. Exactement. Il faut le voir dans ce sens. Hein. Pareil, moi j'ai beaucoup d'affaires dans le marchand de biens, je les passe aussi au projet clé en main. Du coup, j'ai ma part hein, de gain qui est importante pour la viabilité de la société de marchand, mais en même temps, pas dans la gourmandise par rapport aux personnes qui achètent, qui soient quand même dans un secteur qui est rentable et qu'ils ont un projet rentable. Et ça, c'est top. Donc ça fait partie des bonnes affaires aux enchères. Après, il y a des affaires qui sont plus compliquées. Ouais, dis-moi. Et tes biens étaient loués ou ils étaient vides, les apparts que tu as achetés aux enchères? Complètement vide depuis 14 ans. Et il n'y avait même pas de porte d'entrée. C'est-à-dire que quand j'ai envoyé les agents immobiliers faire des photos, etc., j'avais pas de badge, j'avais rien pour rentrer dans la copro, donc j'ai sonné. Enfin, l'agent immobilier a sonné, et puis je lui ai dit tu montes au 3e étage, et normalement au 3e tu peux rentrer. Effectivement, il y a une porte. Pas de porte, donc ça aurait même pu être squatté. Mais encore une fois, c'était des appartements qui étaient bruts. Hein, il y avait aucun aménagement, il y avait rien. Donc bon, c'était pas vivable en soi. D'accord. Top. Et ouais, pour revenir à la surenchère que tu parlais tout à l'heure, c'est vrai que ça peut faire peur parce que souvent, au moment où le juge adjuge en fait au niveau de la vente aux enchères, il vous dit voilà, on se revoit dans 2 mois. Enfin, merci de me faire le virement sous 2 mois. Et moi, ça m'est arrivé en fait pendant l'été de pas pouvoir faire ce virement. Alors pas sur la dernière vente aux enchères dont je vous ai parlé avec les 2 appartements, sur une autre. En fait, j'avais 2 problèmes. Un, mon plafond de virement était bloqué, mais il a été bloqué pendant 1 mois parce que c'était en plein mois d'août. Et en plus, j'avais pas assez d'argent. Donc il me manquait de l'argent, mais je pouvais pas l'envoyer, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu au bout de 2 mois, j'ai dit à mon avocat, je peux pas payer pour l'instant. Il m'a dit OK, on attend le courrier du tribunal qui dit voilà, vous deviez payer. Donc je reçois une lettre du tribunal qui me dit Monsieur Blanchet, vous êtes porté adjudicataire, vous devez payer. On vous accorde un nouveau délai de 2 mois. Donc tu vois déjà, je me suis dit bon, magique, j'ai un délai de 2 mois. Au bout de 2 mois, je leur écris en disant voilà, je vais vous payer. Donc il se passe 4 mois depuis le coup de marteau du juge. Et il se passe 4 mois, je reçois un nouveau courrier. Attention, Monsieur Blanchet, vous devez payer. Sachez qu'à partir de maintenant, on augmente, vous avez une pénalité de 0,6% de la mise à prix. Donc tu calcules 0,6% pendant 2 mois. Donc ça veut dire que j'avais encore 2 mois. Et il y avait une précision. Au-delà de ces 2 mois, il y aura une majoration de 5 points. Donc ça faisait 5,6% en plus de la mise à prix. Donc là, ça commence à faire des intérêts qui sont chers. Et donc j'en discute avec mon avocat. Il m'a dit, mais tu sais, c'est très fréquent que des marchands aient du mal à avoir leur financement ou
arrivent pas à réunir tout l'argent pour le payer. Et donc, en fait, ils font traîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Même des fois, il y en a qui se mettent un peu dans le rouge au niveau des 5,6 d'intérêt. Et en fait, ils disent 5% d'intérêt. Quand l'opération est bonne, ça se tient encore, tu vois. Donc, en fait, avant qu'il y ait une folle enchère, il m'a dit il y a quand même un délai de fou avec 3, 4, 5 relances, des mises en demeure. Vraiment, ça va très loin avant de créer une surenchère. Mais c'est bien que tu en aies parlé, mais faut pas se dire que vous avez 2 mois pour payer, ça c'est ce qui est écrit, mais en réalité vous avez quand même plus que ça. Donc C'est une très bonne information à connaître, Léo. Merci de l'avoir partagé avec nous et avec les auditeurs. Et en effet, parce que comme tu dis, parfois les financements ou parfois aussi des pépins ou des imprévus, ça donne quand même un délai supplémentaire. Est-ce qu'il faut assurer le bien au moment de l'achat aux enchères? C'est toujours une question. L'assurance n'est pas obligatoire, mais elle est très recommandée, très conseillée. Moi, j'ai eu 2 cas. J'ai eu un cas où quand j'ai remporté l'enchère, il y avait du monde, il y avait des occupants en fait dans le logement. Donc là, j'ai assuré parce que je savais que ces gens-là, enfin, je sais pas que je savais, c'est que je doutais du fait qu'ils payent eux-mêmes une assurance. Et quand il y a des humains dedans, il suffit qu'il y ait un départ de feu et c'est du pénal directement, c'est prison. Donc moi, c'est pas l'objectif. J'ai pas fait l'investissement pour finir en prison. Mais donc quand c'est occupé, moi je conseille de prendre une assurance propriétaire non occupant. Et quand c'est vide, il y a quand même une assurance à prendre parce que si vous avez, je sais pas, votre compteur d'eau qui pète et que ça va sur le voisin du dessous, ce sera à vos frais. Alors que si vous avez une assurance pareil, propriétaire non occupant, ça peut être justifié en tout cas d'en prendre une. Moi, pour tout te dire, sur le bien qui était vide, je n'ai pas pris d'assurance, mais j'encours complètement les risques, qu'il y ait des squatteurs, qu'il y ait eu du feu, qu'il y ait eu tout ça. Et par contre, sur la partie habitée, j'ai pris une assurance. Si ton bien est vide, par exemple à Manille, là sur la maison que tu viens d'acheter, moi je le prendrais quand même parce que tu peux avoir un dégât électrique, que ta maison prenne feu. C'est ça, complètement. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour dormir tranquillement. C'est des bonnes mères de famille, des bons pères de famille qui veulent investir tranquillement. Bon, je sais pas Léo si tu as des enfants, mais Pas encore. Pas encore. mais tu as une copine, parce que je sais, tu as raté un live avec Paco pour son anniversaire. Exactement. Comme quoi, je suis un romantique. Bravo, il faut. On a besoin de les femmes. Ouais. Très bien. Tu as des questions, Aline, par rapport à ce volet enchères, investissement? Non, c'est très intéressant parce que je n'ai encore pas fait et je ne connaissais pas la surenchère là. Donc, très intéressant. La folle enchère. Mais c'est vrai La que folle enchère. Oui. En fait, quand on avance un peu, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, quand on avance un peu dans le monde de l'investissement théorique, on commence avec la théorie. La théorie, ça fait très peur. Toujours. Très, très peur. Et après, au fur et à mesure, quand on va dans le côté pratique, on voit qu'il y a quand même des ajustements, il y a des solutions, il y a des pistes de solutions qui peuvent quand même adoucir un peu ce côté théorique. Tu vois, par exemple, quand tu vois les textes par rapport à la folle enchère, attention, c'est ça. Après 2 mois, en fait, c'est tac, 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 et du coup, vous payez la différence. Et en plus, ce que vous avez mis en chèque de banque, tout ça, vous le perdez. Et c'est une folle enchère. Et même l'avocat, il est poursuivi. Voilà, c'est ce qu'on vous donne en termes de loi. Et après, quand on voit la pratique, vous voyez quand même, il y a un ajustement par rapport à la vraie réalité, le quotidien. Ils ont un peu une ouverture par rapport au financement. Et en même temps, pour que ça revienne aussi aux enchères, c'est de l'énergie. C'est tout un système que le mieux d'avancer, que la vente soit faite et qu'on ne revient pas dessus. Ouais, il y a beaucoup d'administrations comme ça qui mettent des délais impartis, qui sont issus du code civil ou du code du commerce, etc. Mais en fait, quand tu discutes et que tu as moi j'avais des bonnes raisons, j'avais vraiment un problème bancaire qui faisait que je pouvais pas faire le virement. Et puis j'ai pas de chéquier, donc je pouvais même pas faire de chèque. Donc j'étais pas mauvaise foi. Mais j'ai eu d'autres cas où tu vois, une anecdote aussi où on m'a donné un ultime délai, et c'était vraiment le terme ultime délai qui me faisait rire. C'est j'ai fait inscrire une promesse de vente au tribunal de Strasbourg parce que j'ai fait signer en fait directement le compromis sous seing privé avec une personne qui vendait un appartement, et donc je l'ai fait inscrire au tribunal pour ne pas que cette personne re-signe une promesse avec quelqu'un d'autre. Et bon, ça c'est une technique de marchand de biens, c'est pas du tout nécessaire, c'était complètement abusé parce que en plus la personne en fait, j'avais un doute sur le fait qu'elle me vende à moi l'appartement. Et donc, pour clore le doute, j'ai fait inscrire cette promesse au niveau du tribunal. Et ce qui fait que quand le notaire, s'il y avait un notaire qui avait essayé d'inscrire une autre vente, il y aurait eu un blocage en disant voilà, il y a déjà une inscription, il y a déjà une vente en cours.
Donc pour me protéger, j'avais fait ça. Et la personne qui a enregistré donc ça au niveau du greffe, elle m'a dit voilà, bah, vous avez un délai de 2 mois pour nous donner du coup votre réitération. Parce qu'en fait, il n'y a pas de notaire en fait dans cette vente-là. Le notaire fait que l'inscription au livre foncier, mais en tout cas, c'était en sous-seing privé notre vente. Et ce qui se passe, c'est que ça capote en fait. Le deal capote. Ça capote parce que en fait, j'apprends que le bien il est insalubre et donc je peux pas. En fait, je veux plus l'acheter. Et je reçois cette lettre du tribunal qui me dit Monsieur Blanchet, vous aviez fait une inscription. Bah voilà, les 2 mois sont passés. Merci de nous renvoyer sous 15 jours votre compromis signé parce que nous, il y a une inscription chez nous et sachez que ça peut bloquer une vente. Alors je savais que c'était même plus en vente parce qu'en fait, quand j'ai appris au vendeur que c'était insalubre, il a décidé de ne plus le mettre en vente. Donc en fait, elle ne gênait plus personne cette inscription. Et donc, en fait, j'oublie de répondre ou je réponds pas, je sais pas, je pense que j'oublie de répondre. Et je reçois 2 mois après, c'est des recommandés en plus à chaque fois, donc recommandé avec le tribunal, tu t'es pas serein. Et je reçois Monsieur Blanchet, ultime rappel, vous deviez nous fournir cette promesse. Je vois qu'elle n'est pas actée ni au livre foncier ni à la publicité foncière. Vous avez voilà, dernier délai, 1 semaine, sous 8 jours, tu vois, écrit en gras, souligné, sous 8N, merci de nous envoyer ce qu'il faut. Et en fait, je réponds pas. Et je reçois, il y a même pas 15 jours, un nouveau papier, ultime relance avant fin de l'inscription. Moi, je dis, allez-y, je ne réponds pas, mais tu vois, on était parti sur un délai de 2 mois, et là, ça doit faire pareil, 6 mois, et j'ai l'ultime papier qui me dit, attention, il faut désinscrire cette inscription de vente. Donc ça m'a fait assez rire quand je recevais ces papiers. Enfin, rire au début, parce que quand tu vois enfin, rire à la fin, parce que quand tu vois le recommandé du tribunal, tu te dis, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qui m'attaque? Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, tu as un petit coup de stress. Ouais, tu sais pas pourquoi. Et en fait, c'est toujours cette greffière qui m'écrit gentiment pour me dire que bah, j'ai pas levé l'espèce d'option qui permet de passer à l'acte authentique. En fait. Bon, j'aurais été plus correct, j'aurais envoyé un papier en disant oubliez ça leur éviterait de payer des recommandés, mais j'ai pas pris le temps. Non, je pense qu'il est à la fin de ta liste de tâches prioritaires, du coup. C'est ça. Il est en important, non urgent. Exactement. Du coup, supprimé. Normalement, voilà, c'est supprimé. C'est ça. Tout à fait. Et Léo, comment tu as eu le déclic de passer en marchand, d'un investisseur qui a pris de l'expérience, et le déclic de passer en marchand? J'ai l'impression, en fait, pour les aguerris, les investisseurs aguerris, le marchand, ça vient, en fait, toujours, hein, ça suit. Eh oui. Et pour toi, ça a été quoi le déclic? Bah, ça a été le fait déjà d'arrêter d'être salarié. Quand tu n'es plus salarié, bah, tu n'as plus de revenus. Donc, faut bien que tu trouves une activité. Je voulais pas retourner dans l'informatique, j'ai pas arrêté pour changer de boîte, j'ai arrêté pour faire marchand de biens à fond. Et puis il y avait ce blocage aussi. Moi, j'avais les revenus locatifs qui commençaient à être importants et les banques qui suivaient parce que il y avait une vraie différence entre mon salaire et parce qu'en plus à la fin de mon salariat, je travaillais 20 heures par semaine, donc j'avais vraiment un tout petit salaire. Donc forcément, les banques elles m'ont dit bah non, il faut que tu te crées une activité, il faut que tu fasses autre chose. Et ce qui est venu naturellement, je dis naturellement parce que il y avait un panel de choix, mais marchand de biens, c'est un peu le saint graal hein, quand tu es investisseur. Hein. Moi, je parlais à des marchands de biens, je les voyais avec des yeux brillants en disant ah, c'est des gens qui doivent avoir une connaissance folle, qui doivent prendre des risques avec de la pression, du challenge, etc. Donc c'était un peu le défi. Et puis il y a aussi une logique au niveau des banques, c'est-à-dire que quand tu as été investisseur, que tu as fait des bons investissements locatifs, que tu as arbitré 1 ou 2 apparts, que ça s'est bien passé, bah quand tu vas les voir en disant est-ce qu'on peut ouvrir une ligne de marchand de biens ou avoir un contrat marchand, si elles sont assez intelligentes, normalement elles sont pas choquées, on va dire. Donc c'est ça, c'est l'envie de faire autre chose aussi parce que tu vois, locatif, au bout d'un moment, quand on a fait 15, bon bah t'as compris quoi. Donc t'as beau avoir des rénovations qui sont jamais les mêmes. Tu as fait le tour. Non, je dirais pas que j'ai fait le tour parce que, en tout cas, sur l'habitation, j'ai fait le tour. Parce qu'après, j'ai commencé à faire un peu de commerce, c'est un peu différent, mais j'avais envie d'autre chose en fait. C'est aussi une envie de faire autre chose. Et le marchand de biens, ça avait l'air sympa. Et tu vois, dans ma tête, là, je rêve d'être promoteur, par exemple. Donc j'espère qu'un jour, je viendrai parler à ton micro en étant promoteur. Je sais pas, pour moi, promoteur, c'est encore l'étape d'après. C'est du neuf. Mais marchand de biens, c'est cool aussi. Cool. Et ben du coup, tu fais bien la transition. En termes de financement marchand, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que toi, tu as pu trouver des financements? Est-ce que tu connais des banques qui suivent? Est-ce que c'est facile ou pas facile avec la conjoncture actuelle? Le financement en marchand de biens, ça n'a jamais été facile, mais ça dépend comment tu places le mot facile. En fait, dans la facilité, moi je trouve que c'est facile. Parce qu'en fait, il y a des règles
qui sont assez simples et qui ne dépendent pas de toi. En fait, les règles bancaires en marchand, ça dépend de ton projet. Est-ce que le projet, il dégage une marge intéressante? Donc, au moins, je vais prendre un 15%. 15% de marge, ça veut dire que entre le prix de revente et le prix que ça t'a coûté, tu dégages un bénéfice de 15%. Je pense que toutes les banques s'alignent à peu près là-dessus, entre minimum 15% de marge. Et Alors, tu vois, les 15% de marge, tu les calcules plutôt sur le prix de revient? sur le coût de revient, ouais, pardon, c'est Coût de ça. revient, voilà. Oui, c'est Le tellement coût de différent entre les l'opération 2. Voilà. et la revente. Et en fait, elles vont analyser ça, donc elles vont analyser l'opération en soi, plus que ta personne. Tu vois, tu vas pas être autant jugé que quand tu fais un investissement locatif et qu'on te dit: «Ah attention, montrez vos relevés de compte. Ah mais vous êtes allé au resto 2 fois ce mois-ci. Ah bah, attention, hein, parce que si jamais le locataire paye pas» et cetera. Et moi, j'avais vraiment ce ressenti-là en locatif, c'est-à-dire que les banques, elles analysent vachement ta personne parce que c'est normal, le prêt, il est porté sur toi ou sur ta SCI, mais comme tu es responsable, bah, au final, c'est toi. Alors qu'en marchand, tout ça, c'est une société commerciale, tu as un objectif commercial, tu as une revente à 2 ans maximum. Enfin, les lignes de marchand, c'est sur 2 ans. Donc en fait, on connaît le début, on connaît la fin. Et en plus, l'apport, il est connu dès le début. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, faut peut-être 15, 20, 30% d'apport. Donc les jeux sont faits en fait. Une fois que tu remplis ces cases-là, bah, la banque te finance. Si tu remplis pas les cases, elle te finance pas. Ce qui est dur en marchand, c'est que les délais sont plus longs parce que c'est des délais professionnels. Et ce qui est dur, c'est de trouver une banque qui comprend et qui accepte de te financer. Mais en soi, je trouve que c'est moins vexant qu'en locatif. Parce qu'en locatif, tu avais beau avoir le meilleur projet, le truc qui 15% en longue durée, 25% en courte durée, bah, tu as quand même des banques qui arrivent à te dire: «Ah ouais, mais s'ils payent pas. Ah oui, mais si machin». Alors qu'en marchand, tu montres, tu dis: «Voilà, j'achète 30% de moins cher que le prix, que les datas, les données publiques de la ville». Tu vas sur, Meilleurs Agents, tu vas sur DVF, les sites qui permettent de connaître les prix de la ville. Tu peux même maintenant renseigner une adresse, tu vois, sur Meilleurs Agents, une adresse précise. Tu peux avoir l'historique de toutes les ventes dans la rue. Bah, faut être assez logique, c'est des chiffres, c'est pragmatique. Et le banquier, c'est un gars qui aime les chiffres. Donc lui, si le prix du mètre carré, ça vaut 2000 et que tu achètes 1002, tu fais 300 euros de travaux et que tu vends 2000, bah, tu vois, il y a une marge. Il n'y a pas de doute. Alors que c'est vrai qu'une banque locative, bah, elle rénove, enfin tu rénoves, puis après il faut que tu loues. Donc il y a plus d'incertitude et je trouve qu'en marchand c'est plus simple. En tout cas, quand tu remplis les critères, tu as ton financement. Moi, je connais pas de gens qui ont rempli les critères et la banque a dit: «Ah bah finalement on finance pas». Alors, tu as quelques cas, mais majoritairement, je veux dire, tu poses 30% d'apport, n'importe quelle banque va te financer aujourd'hui, en marchand. C'est mon point de vue. Après, peut-être que Aline, t'en as un différent, parce que toi, tu as vécu aussi des trucs, des vertes et des pas mûres avec les banques. Écoute, on apprend avec les banques, mais je te rejoins à partir du moment où tu as ta marge qui est respectée, normalement, tu trouves à te faire financer. Ouais. Mais tu vois, hier, sur l'opération de marchand de biens, eh bien, les banques, c'est un petit peu plus compliqué pour le financement. Hier, on a une personne qui a pas eu son financement au Crédit Agricole. Sur les Après, 2 lots faut qu'on qu'elle vendait, on a un bien qui revient. mais c'est un acheteur qui a acheté pour du locatif? Non, il a acheté pour de l'investissement, lui. Parle plutôt pour les acquéreurs qu'ils achètent de sa société de marchand. Du coup, elle parle pour les financements des particuliers. Ah mais ça, c'est horrible. Oui, Et oui. nos acheteurs Ouais. ont du mal à acheter, mais ça, c'est clair que c'est compliqué. La banque va demander un certain apport, par exemple 20%, donc vous allez avoir des intérêts bancaires sur les 81% restants. En plus de ces intérêts, donc c'est des intérêts qui sont élevés parce que c'est des intérêts qui sont, sur les taux professionnels, donc souvent on a une base de 3,5 et puis après on a des ajouts de 2, 3, 4% des fois. Donc ça veut dire que le taux d'intérêt sur la partie financée, on va dire, est plutôt autour de 6-7%. Par rapport à ça, il y a aussi en plus des frais de mise en place du prêt, donc des frais de dossier et ce qu'on appelle des frais de commission d'encours donc les frais de dossier sur un montant jusqu'à 500 000 euros, ils vont être entre 2 et 3 000 euros à peu près pour toutes les banques. Et après, il y a des banques qui abusent, hein. Il y a des banques qui te mettent 5 ou 10 000 euros de frais de dossier. Et tu as la fameuse frais de commission d'encours. Donc ça, c'est des frais qui sont pris par les banques qui sont en fonction du montant du projet. Et souvent, tu es entre 1 et 2%. Donc ça veut dire que tu prends déjà 7% d'intérêt sur ce que tu finances, plus 1,5, 2, plus 5 000 euros de frais de dossier. Donc en fait, quand tu prends le montant total que te coûte le crédit, souvent sur un an, ça te coûte à minima 10%. En ce moment, on est sur un 10% annuel. Alors le but après, c'est à toi de payer trimestriellement, hein, parce que quand tu es marchand, tu payes trimestriellement tes intérêts. Donc c'est-à-dire que tous les trimestres, tu es prélevé de le fameux 10% divisé par 12. Donc tu prends entre 1 et 3% par trimestre d'intérêt. Donc ça va très vite parce que si tu as, je sais pas, un projet à 500 000 euros, bah tu vois que c'est 50 000 euros par an d'intérêt.
enfin où tu te fais financer 500 000, ça veut dire que tu as 50 000 euros d'intérêt par an. Pardon, excuse-moi. 50 000 euros, oui, à 10%, ça te fait ça. Donc, ça veut dire que tu es vite, au bout d'un an, à avoir un bilan qui fait que tu as un effort financier qui est énorme. Donc, bien calculer ses marges. Et normalement, dans ton prévisionnel, la banque le calcule et toi aussi. Ça, c'est pour les contrats de prêt. Après, ça, c'est la première méthode pour être financé en marchand. C'est à chaque fois que tu as une opération, tu vas voir ton banquier, il te fait ce contrat avec un intérêt différent à chaque fois, en fonction des frais de dossier différents. Ça, c'est la première méthode. Et sinon, quand tu es un peu avancé, je pense que tu as deux façons d'avoir le deuxième type de financement, qui est le financement rêvé un peu des marchands de biens, c'est ce qu'on appelle la ligne de découvert. Ça, c'est le banquier qui, le 1er janvier, ou enfin, tu décides une date, tu dis par exemple, tiens, le 18 mars, alors souvent il commence le 1er, on va mettre le 1er avril, je vais mettre le compte d'Aline à moins 200 000, et Aline, jusqu'au 31 décembre de cette année, et elle fait ce qu'elle veut avec ces 200 000 euros. La ligne, on dit qu'elle est non affectée, ça veut dire que Aline, elle peut s'acheter une voiture, elle peut s'acheter un appart pour elle, un appart pour sa fille, mais elle peut aussi faire une opération de marchand avec ces 200 000 euros, et avec ces 200 000 euros, elle doit se débrouiller pour qu'à la fin de l'année, elle rembourse cette ligne-là, et tout ce qui est supérieur à la ligne, donc tout ce qui est le bénéfice finalement, eh bien, Aline le garde et la ligne, elle est renouvelée ou elle est annulée. La ligne, elle peut être doublée par exemple. À partir du 1er avril 2024, on peut dire, tu as bien utilisé ta ligne de 200 000, et maintenant on te donne 400 000. Et la banque prend des intérêts tous les mois sur cette ligne. Et ça, c'est un peu... Et on a la même chose ouais. dans tout secteur industrie, enfin dans tout secteur que tu as, on t'autorise des lignes. Oui, des billets de En fonction des trésorerie bilans pour les que tu as. garagistes. Voilà, des billets de trésorerie, voilà, des choses comme ça. Ou par exemple, si tu as besoin d'investir, les banques viennent te voir et te disent, voilà, cette année, on vous donne tant pour investir sur des machines, sur des choses comme ça. C'est un petit peu la même chose. De toute façon, le marchand, c'est c'est une activité commerciale, hein, comme une autre activité. C'est ça. Avec plus de responsabilité. Parce que tu engages ta responsabilité, d'où l'intérêt d'être assuré. Assuré en tant que professionnel, oui, avec une responsabilité civile. Très, très important. Parce que comme on peut être attaqué dans tous les sens, que ce soit par les vendeurs, les notaires, les avocats, les acheteurs, les artisans, il faut se protéger. Mais comme n'importe quel professionnel, en fait, qui ferait appel qui graviterait autour de plusieurs personnes. Sauf si t'es tout seul dans ton métier. C'est quand est-ce qu'une société de marchand, elle arrive d'avoir une ligne comme tu dis? Eh bien, ça peut être au premier jour de sa création. Parce qu'en fait, nous, par exemple, notre banque nous a proposé au bout de 6 mois, est-ce que vous voulez une ligne? Alors nous, on était contents, on a dit oui. Ils nous ont dit, ok, vous mettez votre résidence principale en caution, en hypothèque. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le collatéral, tu vois, c'est ce qui permet de garantir la ligne. Si tu nous mets ta maison en garantie qui vaut 300 000 euros, on te prête 150 000 pour cette ligne-là. Donc nous, évidemment, on a refusé, parce qu'on n'allait pas mettre notre résidence principale Alors, il faut que la résidence principale soit payée. Ou ça peut être n'importe quel actif. Ça peut être aussi un compte titre en bourse avec, je sais pas, 200 000 euros dessus. Alors, évidemment, on va pas vous prêter l'équivalent. Il y aura un prorata qui sera fait, une majoration à la baisse, évidemment. Donc peut-être que si vous avez 100 000 euros, on va vous prêter 20 000 pour un compte titre parce qu'on estime que c'est risqué, d'ailleurs on le voit. Ou peut-être que si vous avez une hypothèque qui a une valeur estimative de 200 000 euros sur une maison de famille, peut-être qu'on va vous prêter 150 000. Donc ça, vous pouvez l'avoir en fait dès le début. Si vous créez votre société de marchand de biens avec du patrimoine net, tout ce qui est net, tout ce qui est palpable pour la banque, elle le prend. Si vous avez un très beau tableau chez vous, vous pouvez le mettre en garantie pour faire des opérations de marchand, il n'y a pas de souci. Ou sinon, après, c'est en fonction du capital social aussi de la société. Plus vous augmentez votre capital social, plus ça veut dire que vous vous obligez à le garantir tous les ans et à pas faire de réduction. Donc après, peut-être que, je vais peut-être dire une bêtise, mais peut-être qu'entre 3 et 5 ans de bilan, peut-être qu'une société de marchand peut obtenir une ligne par son expérience, par ses garanties, voilà. Et c'est pareil sur le fait que si tu as un contrat d'assurance vie, par exemple, Boursorama le propose, que tu peux mettre en nantissement, c'est l'équivalent d'un prêt lombard. Oui, exactement. Exactement. Voilà. Mais une banque prend toujours une contrepartie. Hein. C'est ça. C'est pas des philanthropes. Hein. Pour Boursorama, ils accordent, je crois, 80% de la valeur de l'assurance vie. Il me semble, 80% du montant que tu as sur ton assurance. Mais bon. Et tu conseilles des banques pour le marchand, Léo? Je conseille pas de banque parce qu'en fait toutes les banques font du marchand, mais toutes ne veulent pas le faire. Mais quasiment toutes le font en fait. Moi, avant, quand j'ai changé de région, on m'a dit faut pas aller voir telle banque parce qu'ils font pas. Mais au final, ils le font, mais c'est juste qu'ils le font dans certaines mesures pour certains types de projets. Par exemple, à Strasbourg, certaines banques le font que dans le département de Strasbourg.
et c'est limité à 500 000 euros. Et c'est des contrats qui sont faits en agence. Elles rentrent pas au siège, par exemple. Alors que tu as d'autres banques qui fonctionnent différemment, où là, directement, tu passes au service promotion et par exemple, c'est pas en dessous de 800 000 euros. Voilà. Donc en fait, pour moi, toutes les banques le font. Il faut aller vendre son dossier, il faut aller vendre son projet. Et de toute façon, même si la banque le fait pas, vous aurez quand même créé un contact avec un banquier. Et moi, par exemple, je peux te citer une banque, je suis allé voir la banque Kolb, qui est une banque qui n'a pas une super réputation. Et le gars m'a dit, bah, nous on fait, mais par contre, on fait que avec des promoteurs, donc c'est minimum 2 millions d'euros. Donc évidemment, j'ai aucun projet à 2 millions d'euros. Par contre, j'ai eu un super contact avec le responsable commercial professionnel. Et il m'a dit, par contre, si vous avez un jour du patrimoine perso, une SCI à faire financer, bah, vous venez me voir et on en discute. Et on fera, on verra un peu le patrimoine pro et perso et on pourra essayer de faire pas des synergies, mais en tout cas prêter pour l'un ou pour l'autre. Donc en fait, même si vous allez voir un banquier pour une demande de financement pro en marchand, bah, peut-être que ça va vous amener sur du perso ou même du patrimonial. Ouais, toujours le réseau, toujours bouger, toujours monter, rencontrer de plus en plus de gens. Et Comme on tu apprend disais à tout le temps des Mani, choses. c'est de la probabilité. Plus vous rencontrez des gens, plus vous en parlez, plus vous avez la possibilité de faire des accroches avec des personnes. Parce qu'il y a des personnes, pareil, qui vont vous dire ah bah non, au téléphone, elles vont vous dire non, on finance pas. Alors c'est rare quand vous dites non, on finance pas, mais elles vont vous dire par contre venez, on regarde quand même ce qu'on peut faire. Et en fait, tu discutes, et puis t'es tellement sympa, t'es tellement cool ou t'as tellement un profil intéressant pour la banque, un profil commercial par exemple, que la banque va peut-être réfléchir à deux fois et dire bon allez, on fait une dérogation pour celui-ci, on autorise de faire une petite ligne par exemple. Il y a toujours des dérogations, c'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a jamais de non fixe, ça n'existe pas. Mais après, je peux pas te conseiller une banque et te dire ah bah Crédit Agricole il finance. Il y a des régions où Crédit Agricole il finance pas. Comme tu dis, hein, déjà ça change d'une période à une autre et en même temps d'une région à une autre, d'une agence à une autre. Il faut juste faire le tour des banques et aller défendre son projet et y croire. Le temps passe rapidement. Et puis avec tout toi, dépend Léo. aussi de ta période de l'année. Il y a une saisonnalité. Du coup, Léo, tu es très inspirant. Et C'est gentil. on veut vraiment t'avoir pour d'autres épisodes parce que tu as tellement des choses à partager qui peuvent être bénéfiques pour nous tous. Déjà 1h10, magnifique. Tout sauf le lundi soir parce que je suis avec Paco et je peux pas me couper en deux. On va se mettre au derrière. D'ailleurs, salut à Paco. On va se mettre avec Paco, tu vas voir, on va. Et ben voilà, pourquoi pas, à proposer. Oui, exactement. À proposer avec Paco. Ça va être le feu. Est-ce que tu as un mantra qui t'anime au quotidien, une citation qui t'anime au quotidien que tu pourras partager avec nous? Je crois que j'en ai pas. Ouais. Je crois que j'en ai pas. Un mantra, ça veut dire une personne que tu apprécies, une personne qui t'inspire, c'est ça? Moi, j'ai bien aimé que quand tu as dit on est tous les débutants de quelqu'un et on est aussi les experts d'autres. C'est sympa aussi. Oui. Je l'ai noté quand tu l'as dit. Mais je sais pas de qui ça vient. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, j'ai pas de phrase. Alors, je suis très peu mindset, etc. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent ah mais comment on fait pour investir, comment on fait pour être sur plusieurs projets en même temps, etc. Et en fait, moi, je leur dis mais je fais rien d'exceptionnel, juste je le fais en fait. Je le fais, c'est-à-dire que quand j'ai un appel à passer, je le fais. Quand j'ai un compte rendu à faire, je le fais. Et j'ai pas l'impression de faire des choses exceptionnelles. Et des fois, il y a des gens sur les réseaux ou des gens que je croise qui me disent ah super inspirant ce que tu fais. Je dis mais en fait, je fais juste mon métier. C'est-à-dire que si je le fais pas, bah c'est comme si je faisais pas mon métier. Donc ça paraît normal en fait d'aller en visite, de faire de la mesure, de travailler 7 jours sur 7 parce qu'on adore ça. Donc non, j'ai pas trop de trucs mindset avec des phrases débloquantes. Mais tu l'as dit, mais tu l'as dit, tu prends du plaisir dans tout ce que tu fais. Tu vois pas le temps passer. Ouais, puis peut-être qu'au début vous allez pas aimer ça, et puis après en le faisant, ça va peut-être aussi vous débloquer pas des passions, mais en tout cas des nouvelles activités. Un conseil à donner aux auditeurs, Léo? Ou des ressources que tu utilises, un livre qui t'a marqué? Moi, je sors toujours le gros livre de marchand de biens qui est guide de. Enfin, c'est un livre violet qui fait 200 pages. Attends, je l'ai. Ah ouais. Il est quelque part dans mon carton. Mais oui, parce qu'en fait, il n'y a pas mieux. C'est ça. Celui-ci, c'est une torture à lire. Par contre, c'est du net, plus clair et précis. Donc après, je peux pas. Moi, j'ai ça comme livre. Et puis après, je suis assez curieux, donc je suis sur les réseaux pas mal de gens. Je suis, mais je crois pas non plus 100% à ce qu'on me dit. Je vais toujours vérifier les informations. Pareil, je me focalise pas trop sur la réussite des autres parce que je sais qu'on peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres et aux images.
Donc j'essaye de faire les choses dans mon coin, j'essaie de partager ce que je peux, ce qui est vrai, ce que je fais au quotidien. Et puis ouais, après sur les sujets qui m'intéressent, je trouve des référents dans ces sujets. Tu vois, par exemple, il y a un article de loi que je suis en veille dessus. C'est un article de loi sur la division immobilière. Et je suis un cabinet expert qui s'appelle cabinet Rivière Avocat. Ils sont à Lyon, il me semble. Et pareil, je suis leur newsletter et à chaque fois qu'il y a une newsletter, je la lis. Donc, en fait, j'essaye d'aller chez les gens qui ont la technique, le métier, et j'essaie pas de suivre tout le monde et pour avoir n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de choses qui se disent et qui se font pas. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se font et qui se disent pas. Tu vois, c'est comme si je m'étais arrêté à me dire que les enchères, je devais payer sur 2 mois, peut-être que j'aurais jamais été aux enchères. Alors que maintenant, quand tu vois la réalité des choses, quand tu parles avec des gens qui le font, tu vois bien que t'as plus de temps, t'as plus de lest et que oui, il y a les textes, mais comme tu dis, faut pas que se fier aux textes. Moi, je me dis, il y a un truc que je me dis toujours, mais je sais pas si c'est une bonne chose, c'est que je me dis que rien n'est obligatoire, rien n'est urgent et rien n'est interdit. Donc tu vois, après quand tu te dis ça, c'est Oula, tu encore une fois, ouvres le champ du possible là. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a par exemple, le truc il y a une ultime relance, c'est obligatoire, vous devez rendre votre inscription au tribunal. Je l'ai pas fait. Et dernière anecdote, et après, effectivement, on va couper pour la partie 2. Mais un jour, même pas un jour, c'est lors de passage de mon bac, on m'a rabâché. Le bac, tu ne peux pas arriver en retard, c'est interdit. Si tu fais ça, t'as pas ton bac. Le jour du bac, je me suis levé à 8h et je suis allé en cours. Et j'ai croisé un prof dans les couloirs qui m'a dit, mais Léo, qu'est-ce que tu fais? J'étais en cours de physique-chimie, j'étais devant la salle de B13, je me souviens. J'étais devant, mais je dis, on n'a pas cours. Il me dit, mais c'est le jour du bac, Léo. Et je dis, ah ok. Et il me dit, tu te réveilles maintenant. Et en fait, je suis allé à la salle. Et tu vois, on m'a toujours dit, il faut venir à 8h. Vous venez une demi-heure avant avec vos carnets, etc. Et moi, je suis arrivé à 8h, enfin 8h10, le temps de me retrouver dans le couloir. Et je me suis assis et j'ai passé mon bac et je l'ai eu. Et dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi on m'a mis autant de pression? Tu vois, encore un truc où on m'a menti en fait. On m'a dit c'est obligatoire. En fait, oui, c'est ok, c'est bien d'arriver à l'heure, mais j'étais en retard. Et je me suis dit ce jour-là, bon plus jamais tu fais cette bêtise-là. Le jour de mon BTS, j'ai fait exactement la même chose. Le jour de mon BTS, je suis arrivé en retard et je suis arrivé 2 heures en retard. Tu vois, c'était une épreuve de 4. J'arrive au bout j'arrive à 10h alors que ça commençait à 8h. Et là, je tombe sur en fait le directeur de l'école de mon CFA et qui me dit non mais Léo, tu te rends pas compte, d'un c'est pas sérieux et puis deux, moi je suis obligé de prévenir le recteur. Et du coup je dis appelez le recteur parce que s'il faut appeler le recteur, on appelle le recteur. Je dis qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et il me dit il faut appeler le recteur, il faut faire une notification à l'éducation nationale. Là on peut pas t'accepter pour le truc. Moi je dis ok bon vas-y fais-le. Et alors il prend son téléphone et en fait le fait qu'il voit que j'étais complètement, enfin je me suis dit de toute façon au pire je repasserai l'année prochaine le BTS, c'est pas gênant. Il prend son téléphone, il l'appelle et je vois que ça décroche pas et il me dit non mais il doit être occupé, hein, il a pas que ça à faire. Je dis du coup, et je le regarde, je dis du coup on fait quoi? Il me dit bon allez tu rentres et tu te débrouilles. Et du coup j'ai fait mes 2 heures d'épreuve et je suis sorti au bout de 2 heures. Et tu vois c'est vraiment le truc de dire rien n'est obligatoire, rien n'est interdit. Et les conséquences, elles sont jamais, tu vois, il y a toujours, les conséquences, elles sont graves, mais il y a des conséquences qui sont finalement pas si graves que ça et on te met la pression parce qu'il y a des croyances là-dessus, tu vois. Moi, je croyais j'ai toujours cru que si t'arrivais en retard à ton bac ou à ton BTS, et ça y est, t'étais rayé, t'étais fini, t'étais plus personne dans la société. Et les 2 fois, je l'ai fait, mais sans faire exprès. Et au final, tu vois, on se retrouve ici et ça se passe bien, je suis encore debout, mais ça va aller. Évidemment, c'est bien d'être à l'heure au rendez-vous, mais Mais comme quoi c'est possible. C'est ça. Et du coup, ça te rassure, du coup, Aline, par rapport à Léna. Tu vois, Oui. faut voir les choses différemment. Parce qu'Aline, elle a une petite ado. Écoute, jeudi prochain, je suis convoquée chez le directeur. Ouais, mais bon, est-ce que c'est grave au final? Non, Les 3 points que tu as dit, ils sont là. Du coup, voilà, c'est important. Léo, ouais. pour finir, tu avais dit que si je dois mentorer quelqu'un, je le conseillerais de commencer par un immeuble de rapport. Ça t'a marqué. Est-ce que tu proposes des services? Comment on peut te trouver sur les réseaux? Est-ce que tu coaches des personnes? Est-ce que tu as des prestations dans ce sens? Voilà, n'hésite pas à nous Non, partager. j'ai pas de prestations dans ce sens-là parce que franchement, j'ai pas le temps. Enfin, c'est peut-être un truc qui pourrait être intéressant, mais en fait, je l'ai déjà fait ponctuellement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, enfin, quelqu'un que je connaissais qui m'a dit, ah j'aimerais bien qu'on fasse, je sais pas, que tu me présentes, que tu m'aides en fait à trouver un immeuble. Et donc j'ai pris 1 heure avec lui. On a été sur son secteur, on a défini le secteur, enfin, ouais, j'ai pris 1 heure en visio avec lui pour lui expliquer ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut pas chercher. Et je lui ai dit, voilà, la semaine prochaine,
Donc, je sais plus, c'était un lundi, je lui ai dit, voilà, tu as toute la semaine, tu vas visiter et je veux que tu reviennes avec 5 bons de visite et que tu me fasses un débrief de tes visites. Et en fait, elle m'a dit, ok, je le fais. Et en fait, elle m'a pas tenu au courant. Donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, elle est pas motivée. Parce que, enfin, moi, si j'avais quelqu'un qui est meilleur que moi et qui me dit, qui me donne un défi, bah, tu as envie de le faire. Et en fait, elle l'a pas fait. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, elle était pas motivée. Et puis, elle m'a pas relancé derrière. Donc, j'ai dit, bon, je veux pas être déçu. Donc, je fais pas de mentorat et je fais pas de suite comme ça. Enfin, ça m'intéresse pas de le faire. Pas tout de suite, en tout cas. Peut-être que j'aime bien le faire, tu vois, à travers des podcasts. J'aime bien le faire à travers des petits séminaires que je peux animer. Ça me dérange pas. Mais suivre quelqu'un au jour le jour, je sais pas. Pour l'instant, franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je le ferai mal en fait. Et en fait, c'est une activité à plein temps. Donc ça veut dire que si je le fais et je veux le faire correctement, je sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose. Peut-être ça me ralentirait en marchant bien. Et pour l'instant, je suis focus Et la concentré sur le rentabilité marché. aussi de ce temps passé par rapport à ce que tu gagnes en marchand des Ouais, biens, oui. aussi ouais. Ouais, c'est sûr que les taux horaires en marchand de biens, surtout aux enchères quand tu fais pas grand-chose, tu ça peut vite, tu peux vite te trouver que tu perds du temps, avec la formation. Par contre, ça va être une super aventure d'apprendre des autres et cetera. Puis peut-être que je serai aussi, peut-être que je serai tyrannique, hein, sur de la formation, je sais pas. Bon, on te trouve du coup sur Insta? Ouais, uniquement sur Instagram, OK, du coup, Léo Blanchet, très bien, on mettra de manière son profil en bas c'est sympa. de l'épisode avec grand plaisir Oui, je ne et propose aussi rien, hein, sur Instagram. Je partage juste, mes chantiers, mes galères, donc vous pouvez venir c'est me très suivre. formateur. Il y aura pas de publicité ou il y aura pas d'incitation. C'est vraiment, partage, de ce que je fais, on va dire. C'est très formateur déjà. Aline, est-ce que tu as d'autres questions? Non, tu as posé toutes les questions. En tout cas, on était inspirés au fur et à mesure. Tu es très Ouais, inspirant, Léo. Et, C'est gentil. ouais, et ça très, se très. voit que tu es une personne vraie, tu veux transmettre. Voilà, ça m'a Avec fait plaisir, ouais. énormément plaisir de passer ce moment avec toi. Super, bah, pareillement, merci. J'imagine Aline aussi, en plus, elle te connaît très bien. Ah bah oui. Moi, c'est une Moi, Bah découverte oui. j'aime encore beaucoup plus. Léo. Ouais, j'avais aucun doute là-dessus. On va échanger avec vous deux. Super. À refaire Ouais. Mais certainement, oui. on va te proposer des choses, Léo. Tu Faut que verras. je demande J'ai à plein Paco d'idées. de venir chez vous aussi. Ouais. Ouais, je vais lui passer le message. Bon, bah, du coup, on va finir l'épisode ici. Merci pour ceux qui sont arrivés Merci. jusque-là. 1 heure, 1h20, bravo, mais c'est très inspirant. Si vous voulez passer à Mm. l'action, voilà, Super. il faut juste mettre en place les choses et aller en visite. Du coup, voilà, on se voit la prochaine fois dans un nouvel épisode. Certainement, Léo, vous allez le voir aussi dans d'autres épisodes. Merci encore une fois, Léo. Et nous, les pionnières, toujours un grand plaisir de partager Merci ce pour tout. moment avec vous. Merci. À bientôt. Et à Émeric. bientôt. Merci. On espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, pas moins, et un commentaire. Aussi de voir les offres du moment de Amani et Aline dans la description de ce podcast. Et oui, elles accompagnent des gens à passer à l'action. Et je peux vous dire qu'elles sont les meilleures. À bientôt au prochain épisode.